Bonjour les petits loups, c'est Maloun. Alors, je suis en présence ce matin des petits doudous, toujours. Voilà, ils sont tous là prêts à écouter une jolie histoire. Voilà les petits choux. Alors, ce matin, là il est très tôt. Je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur célèbre, Charcot, et l'histoire, donc c'est lui qui a découvert l'Antarctique. Donc c'est un livre de Fabien Grégoire. Alors, Charcot et son pourquoi pas. Donc là, c'est tout au début du XXe siècle. Alors attendez, j'ai essayé de trouver un système pour que vous ayez beaucoup plus grand. Hop, voilà, pour accrocher. Alors. Alors, cette histoire devrait commencer au bord de la mer. Mais, en réalité, nous nous trouvons près de Paris, dans le jardin d'une grande maison. Dans ce jardin, il y a un bassin. Et au bord de ce bassin, il y a Jean-Baptiste. Jean-Baptiste adore les bateaux. Plus tard, il veut devenir navigateur. Or, en ce matin d'été, on peut voir à son visage que le petit garçon a une idée derrière la tête. Cette vieille caisse sera parfaite, dit-il, en traînant vers le bassin tout un bric-à-brac de bois et de tissu. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Oh, oui, vous devinez, il a tout simplement décidé de construire un bateau. Il ne me reste plus qu'à lui donner un nom. En effet, tout navire doit être baptisé avant d'affronter les flots. C'est la tradition. Un pot de peinture rouge, un pinceau et hop, voilà notre jeune marin en train d'écrire proprement sur la caisse le nom de son voilier. Il s'appellera le Pourquoi pas. Ensuite, tout se passe très vite. Jean-Baptiste qui met son voilier à l'eau, le bord du bassin qui s'éloigne. Oh, l'eau qui monte rapidement dans la caisse. Au secours, je ne sais pas nager. Oh, Jean-Baptiste est terrorisé. Pan, pan. L'aventure d'une jeune marin se termine presque aussitôt, mais par une bonne fessée. Quant à son bateau, vous me dites peut-être qu'il n'aura pas eu un destin bien glorieux. Eh bien, vous vous trompez, en effet. Vous venez d'assister à la naissance de l'un des plus célèbres navires français. Bon, là, il n'est pas très beau, c'est vrai. Il n'est pas bien grand non plus. Et on n'est jamais bien grand le jour de sa naissance. Ce n'est que 36 ans plus tard que le Pourquoi pas atteindra sa taille adulte. Et c'est ainsi qu'un beau jour de l'année 1908, tadam, waouh, quel beau bateau. Oh, sa transformation vous épate, hein, pas vrai? Le Pourquoi pas ne ressemble plus du tout à une vieille caisse. 40 mètres de long, 3 mâts, 14 voiles prêtes à se gonfler au moindre souffle d'air. Et même un moteur à vapeur
pour continuer à avancer lorsque le vent tombe. Et sa coque, 3 fois plus solide que celle d'un bateau ordinaire. Non, pas pour le simple plaisir du commandant de bord, mais pour lui permettre d'aller affronter les glaces de l'Antarctique, le pôle sud, si vous préférez. Le commandant de bord? Bah tiens oui, parlons-en. Surtout que je crois que vous le connaissez déjà. Il s'appelle Jean-Baptiste. Ça ne vous dit rien? Si, c'est bien lui. Bon, évidemment, il a grandi lui aussi, hein. Bon. Il a maintenant 41 ans. À bord, personne ne l'appelle Jean-Baptiste. Ben non, pas pour tout le monde. Il est le commandant Charcot. Ben, Charcot, c'est son nom de famille, hein. Ça, vous l'aviez compris. Sous ses ordres, une trentaine de personnes. Il y a des savants chargés de toutes sortes de travaux d'études. Des hommes d'équipage chargés de s'occuper du navire. Parmi ceux-ci, perchés sur le mât de misaine, voici Nosal. C'est un élève de la marine marchande. Il s'est porté volontaire pour participer à cette expédition. Quelle expédition? Ah, oui, c'est vrai, je ne vous l'ai pas encore dit. Vous vous souvenez que je vous ai parlé de l'Antarctique? Eh bien, le Pourquoi pas et son équipage vont explorer les eaux inconnues de cette région. D'ailleurs, nous arrivons à destination. C'est pour ça que Nosal est perché là-haut. Pour voir approcher la première escale en Antarctique, l'île. De déception, hein. Voilà un nom qui n'est guère joyeux, dit-il. Déception est une île étrange. Elle a une forme d'un C. Au centre de ce C se trouve donc une immense baie où les bateaux peuvent s'abriter de la tempête. Précédant le Pourquoi pas, un petit navire battant pavillon norvégien progresse lentement, à force de vapeur, vers l'intérieur de la baie. Il tire derrière lui une grosse masse grise qui bizarrement colore l'eau en rouge. Qu'est-ce que c'est que ça? Se demande tout haut Nosal. Nosal qui vient de redescendre sur le pont. Ah, ça c'est... Ou plutôt, c'était une baleine, répond tristement le commandant Charcot, juste derrière lui. Des chasseurs de baleines ici? S'étonne Nosal. Eh oui, mon petit, c'est le dernier endroit de la planète où elles sont si nombreuses. Partout ailleurs, on les a tellement chassées qu'il n'en reste pratiquement plus. Alors tous les chasseurs viennent ici. De fait, au détour d'une falaise, apparaît un petit village de planches et de tôles. Au milieu d'une mer rougie par les carcasses des baleines. Mais c'est horrible! Commandant, s'exclame Nosal. Tu sais, mon petit, tous ces gens vivent de la chasse. Ils doivent bien gagner de l'argent pour nourrir leur famille. Mais tu as raison, quel triste spectacle. Finalement, elle porte bien son nom, hein, cette île. Vraiment. Je n'imaginais pas l'Antarctique comme ça. Ce n'est pas beau à voir, hein, mais l'Antarctique, c'est heureusement bien autre chose. Nous ne sommes pas ici pour les baleiniers. Nous sommes ici pour faire le plein de charbon. Alors, ce n'est pas le moment de s'attrister, hein.
J'ai oublié de vous dire que le pourquoi pas va passer plus d'1 an dans ces eaux glacées. Et au milieu des icebergs et de la banquise. Il est impossible d'utiliser les voiles. Il faut pouvoir changer rapidement de direction pour éviter les glaces et les rochers. Donc tous les déplacements se feront au moteur. Et un moteur à vapeur, ça fonctionne avec du charbon? Eh oui, voilà donc Nozal et ses compagnons en train de remplir les soutes du pourquoi pas. En y entassant des tonnes de ce combustible. Heureusement, quelques marins norvégiens viennent donner un coup de main à l'équipage français. Pour finir, ils sont gentils, se dit Nozal, mais je déteste ce qu'ils font aux baleines. Le pont nettoyé à grande eau de sa poussière de charbon, le pourquoi pas lève l'ancre. Ici commence l'aventure, la vraie. L'exploration de territoires inconnus. La chasse aux terres nouvelles. Pourtant, Nozal reste amer. Cette île sinistre, ces pauvres baleines. Non, vraiment, l'Antarctique ne le fait plus rêver, hein. Qu'est-ce qui m'a pris de venir ici? J'aurais mieux fait de rester à Saint-Malo avec maman et papa. Une grosse vague une grosse goutte s'écrase dans son cou. Bah, il ne manquait plus que ça, murmure-t-il. La pluie se répand bientôt sur l'océan. Et l'on ne sait plus si c'est l'eau qui coule sur les joues du jeune marin, qui viennent du ciel ou de ses yeux. Nozal, debout! Le commandant te demande. La porte du poste se referme en claquant. Zut alors, pour une fois que je dormais! Quelques jours ont passé depuis le départ de Déception, mais Nozal est toujours aussi triste. Et le mauvais temps qui dure n'arrange rien. Pourtant, à son arrivée sur le pont, c'est un rayon de soleil qui l'accueille. Assis à bord de la vedette qui se balance déjà au-dessus des flots, le commandant Charcot lui fait signe. Allez, petit, on n'attend plus que toi. Nozal grimpe à bord de l'embarcation qui rejoint aussitôt la surface de l'eau. Bien dormi? La question est posée par Sénouk, l'un des scientifiques de l'expédition. C'est lui qui tient la barre. Oui, oui, merci, répond Nozal. Propulsé par son petit moteur à essence, la vedette s'éloigne rapidement du majestueux. Pourquoi pas? Où va-t-on? Interroge Nozal. Sénouk voudrait prendre quelques photographies de glaciers sur la côte de la terre de Graham. Et j'ai pensé que ça te changerait les idées de venir, répond Charcot. Mais avant, allons saluer les pingouins et récupérer les rames laissées sur un îlot par le zoologue de l'expédition lors d'une visite précédente. Chic alors, se dit Nozal, ça va être amusant. Sous un soleil d'été, et oui, ici en décembre c'est l'été, hein, la vedette glisse lentement jusqu'à la terre voisine.
Drôle de bestioles, n'est-ce pas? En fait, ce ne sont pas des pingouins, ce sont des manchots. Les pingouins, ça vit au pôle Nord, et ça vole. Tandis que les manchots habitent ici, au pôle Sud, et ne volent pas. Le problème, c'est qu'à l'époque où se passe notre histoire, on utilisait le même mot pour désigner les deux oiseaux. Donc, même si Charcot, Nosal ou Sénouk disent pingouin, vous savez qu'aujourd'hui, il faut dire manchot. Jean-Baptiste Charcot, enchanté de vous rencontrer. Le commandant salue respectueusement l'un de ses animaux. Pourriez-vous me dire quel temps il va faire aujourd'hui? Le manchot le regarde de son œil rond. Quelques instants s'écoulent, et Charcot fait un clin d'œil à Nosal. Il est malin, hein? Fait semblant de pas de me comprendre. Après avoir récupéré les rames et dit au revoir au manchot, cap est mis sur la côte de la terre de Graham. Il fait beau, la mer est calme, les paysages sont grandioses. Nosal découvre enfin la magie de l'Antarctique, dont il a tant rêvé depuis des mois. Comme vous commencez à connaître les membres de l'expédition du Pourquoi pas, vous devinez certainement qu'ils ne sont pas du genre à fuir les difficultés, ni à contourner les obstacles. Donc, vous ne serez pas surpris d'apprendre que lorsqu'une grotte de glace se présente soudain à tribord, les occupants de la vedette décident immédiatement de la visiter. Moteur coupé, c'est dans un silence de cathédrale que les trois hommes pénètrent au cœur de l'iceberg. Ce n'est pas dangereux de passer par ici? Demande Nosal dans un murmure. Oh, il y a toujours un risque, répond Sénouk sur le même ton. Mais c'est tellement beau. Il a raison, Sénouk. Oh, c'est tellement beau. La glace bleutée, les stalactites effilées et tous les sons qui se mélangent et se fondent pour donner cette musique étrange, comme une voix mystérieuse qui chante les secrets de l'océan polaire. La grotte serpente semble s'enfoncer vers un autre monde. L'eau cristalline donne l'impression aux trois marins que la vedette plane dans les airs. Ils en perdent la notion de temps. Sont-ils restés 1 heure, 2 heures dans le ventre du géant de glace? Franchement, je n'en sais rien. Oh, mais le fait est que lorsqu'ils atteignent la sortie, le temps a fortement changé. Le ciel s'est assombri, le vent souffle, par rafales, et la neige tombe à gros flocons. Le climat antarctique m'étonnera toujours, commente Charcot d'une voix calme. Les rames sont rangées, et Sénouk remet en marche le moteur. Quelques dizaines de mètres sont franchis. Et puis soudain, puf, pouf, paf, oh, la machine s'arrête. Pas de temps à perdre, s'écrie Charcot. On mate et on hisse la voile, sinon la mer va nous jeter contre les icebergs.
Aussitôt dit, aussitôt fait. C'est à cette rapidité d'exécution qu'on reconnaît les bons marins. Voilà donc nos 3 navigateurs, à bord de leur petite embarcation. Pris dans la tempête, en plein océan Antarctique. Difficile pour nous, tranquillement installés chez nous en ce moment, d'imaginer ce qu'ils peuvent ressentir, perdus dans ces éléments déchaînés. C'est pour Nosal, qu'à pour Nosal, c'est une évidence, ils sont perdus, hein. La neige forme comme un voile monstrueux, qui bouge et se transforme au rythme du vent, et emprisonne tout le paysage. Un iceberg qui semblait être à plusieurs kilomètres disparaît quelques instants dans une bourrasque, avant de réapparaître à quelques mètres seulement de la vedette. Comment va-t-on pouvoir retrouver le pourquoi pas dans ces conditions ? Et voilà que Nosal se met à douter du commandant. Est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il fait ? Se demande-t-il après tout. Jusqu'ici, nous n'avons affronté aucune tempête. Qui me dit qu'il n'est pas en train d'avancer sans savoir où il va ? Juste pour ne pas perdre la face. Peu à peu, cette idée devient une certitude. Le commandant Charcot est en train de les conduire à leur perte. Une nouvelle vague soulève l'embarcation, et Nosal s'attend à chaque seconde à être avalé par les flots furieux. « Oh, faut que je me sorte de ce piège, se dit-il. Je veux pas mourir en mer, si loin de chez moi. S'ils veulent se noyer tous les deux, qu'ils le fassent sans moi, hein. Encore une vague. Oh, encore la sensation de tomber dans un gouffre noir. » Tout à coup, le désespoir envahit le jeune marin. Tout plutôt qu'une mort lente, dans le froid vif de la tempête, qui déjà lui glace le corps. Et s'il sautait à l'eau ? Ah, avec cette eau glacée et ces rochers, la fin serait rapide. Ah, décidément, l'Antarctique, c'est une terre cruelle, hein, et rude. Si loin de mes rêves, songe-t-il avec tristesse. Soudain, une voix perce le bruit du vent. Une voix forte et toujours aussi calme qui dit : « Il est beau notre pourquoi pas, hein ? Vous ne trouvez pas ? » Et comme dans un rêve, surgissant derrière le voile des flocons, apparaît le solide 3 mâts. Et tous ces matelots. À bord, c'est l'explosion de joie. Oh, le sifflet à vapeur retentit dans l'immensité glacée. Et les bras s'agitent sur le pont. Nosal n'en croit pas ses yeux. Oh, j'aurais eu l'air bien bête de me jeter à la mer, se dit-il, regrettant d'avoir douté de son chef. Le pourquoi pas vient de récupérer la totalité de son équipage et son commandant. Nosal est bien content d'être de retour à bord. Pour finir, cette petite aventure lui a fait du bien. Il a oublié Déception et ses baleines, et il se sent prêt à suivre le commandant Charcot jusqu'au bout dans ce labyrinthe de banquises, d'icebergs et de récifs. Et si vous lui demandez maintenant pourquoi il est venu en Antarctique, il vous répondra :
Pourquoi pas? Voilà mes petits loups, c'est la fin de l'histoire. Une belle histoire, hein, ça fait rêver. Voilà, ça, dans ces temps de confinement, ben, c'est un bonheur. Rêvez bien mes anges.